Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous alors que nous plongeons dans l'histoire. Les lumières scintillaient sur les lustres aux garnitures dorées tandis que les invités en robes scintillantes et smoking sur mesure remplissaient la grande salle de bal de l'hôtel Clarion, l'un des plus huppés de Lagos. C'était l'anniversaire d'Isabella Grasswood et tout avait été arrangé à la perfection, rose rouge, gâteau en marbre, fontaine de champagne. Christian Grasswood, son jeune frère et PDG du groupe Grasswood, se tenait avec assurance sur l'estrade. « À ma sœur, dit-il en levant un verre, souriant. La force derrière l'Empire, la femme qui peut déjouer n'importe quel conseil d'administration. » La foule applaudit tandis qu'Isabella, dans une robe émeraude, salua de la main avec sa grâce caractéristique. Mais loin du centre de l'attention, près de l'entrée dans l'ombre, une femme observait en silence. Son nom, inconnu de la plupart des gens, était Elena Oren. Le verre de vin d'Elena tremblait légèrement dans sa main alors que ses yeux se fixaient sur le visage de Christian. 5 ans, 5 longues années depuis cette nuit, depuis cette suite, depuis que son nom avait été traîné dans la boue et enterré. Ses lèvres se retroussèrent amèrement alors que les applaudissements résonnaient dans la salle. Elle se souvint d'un autre banquet, également rempli de lumière et de rire, mais qui s'était terminé dans l'obscurité et la ruine pour elle. Elle prit une inspiration tremblante. « Tu me dois cette nuit », murmura-t-elle. Le reflet des lumières dansait sur ses yeux, qui ne contenaient pas de malice, mais une tempête de douleur, de trahison et de résolution. Elle se détourna avant que le regard de Christian ne puisse balayer la foule et la trouver. Elle n'était pas prête, pas encore. Mais son retour n'était pas un accident. Il était calculé, délibéré. Cette fois, elle ne supplierait pas, elle n'expliquerait pas. Elle était venue pour récupérer ce qui lui avait été pris, et pour affronter le passé qui l'avait marqué à jamais. La douce odeur de vieux papier et le bourdonnement d'une bibliothèque universitaire revinrent à Elena comme une marée soudaine. Il y a des années, elle et Anne, toutes deux candidates à une bourse, s'étaient assises aux extrémités opposées de la même longue table en acajou, concourant pour le même rêve. Elena, brillante mais silencieuse, avait travaillé sans relâche sur une proposition de recherche. Anne, amie de longue date d'Isabella et arriviste notoire, portait le charme comme un parfum. Sa beauté ouvrait des portes que son éthique de travail ne lui méritait pas. Un soir, Elena retourna à la bibliothèque pour découvrir son sac vidé, ses notes disparues, et Anne, assise devant le comité d'examen avec une présentation à l'aspect familier. « Tu te trompes, Elena, dit Anne doucement lorsqu'elle fut confrontée. Peut-être que tu as égaré ton travail. » Cette même nuit, la bourse d'Elena fut refusée, et les professeurs citèrent des préoccupations de plagiat. Christian, alors juste un autre héritier étudiant la finance, haussa les épaules quand Elena tenta de lui parler. « Pourquoi Anne aurait-elle besoin de voler ton travail » demanda-t-il négligemment. « Vous étiez amis, n'est-ce pas ?» Ce qui la blessa le plus ne fut pas la trahison, mais le silence qui suivit. Elena fut traînée devant une audience administrative, humiliée, et finalement forcée de se retirer. Son nom devint un murmure sur le campus, un avertissement. Personne ne la défendit, pas même Christian, dont l'opinion avait du poids. Il était trop occupé à courir après les contrats et les femmes, inconscient de la pourriture qui grandissait autour de lui. Anne avait grimpé les échelons, Isabella avait souri, et Elena avait fait ses valises dans la honte, disparaissant du campus du jour au lendemain. Elle se souvenait d'être assise seule à la gare à l'aube, tenant un dossier de rêve ruiné. Ce monde récompense les bruyants, pas les justes. S'était-elle murmurée à l'époque. Maintenant, alors qu'elle se tenait dans son appartement de Lagos, se préparant pour le lendemain, ses fils riant en arrière-plan, Elena fixa la lettre de rejet qu'elle avait gardée toutes ces années. Son reflet dans la fenêtre n'était plus celui de la jeune fille brisée. Elle s'était reconstruite, mais pas en oubliant. Non, elle se souvenait de tout, et elle venait chercher la justice, pas la vengeance. Elena était arrivée à la tour Grasswood il y a 5 ans, le cœur battant mais plein d'espoir. L'email d'Isabella elle-même avait promis un nouveau départ, un poste d'analyste junior, un entretien, une chance de faire ses preuves. « J'ai entendu parler de vos difficultés », avait dit Isabella au téléphone. « Parlons-en. Grasswood pourrait utiliser quelqu'un comme vous. » Elena arriva habillée sobrement, avec une confiance tremblante, pour être guidée à l'étage vers une suite privée. La réceptionniste sourit de manière non naturelle. « Mademoiselle Grasswood a demandé que vous attendiez ici. » Confuse mais obéissante, Elena attendit, puis but le jus qu'on lui offrit.
Quelques minutes plus tard, des vertiges s'installèrent. Sa vue se brouilla. Quelque chose ne va pas, marmonna-t-elle en se traînant au bord du lit. L'obscurité l'engloutit avant qu'elle ne l'atteigne. Quand elle se réveilla, elle était à moitié déshabillée, et quelqu'un remontait la fermeture éclair de son pantalon de l'autre côté de la pièce. L'homme ne la vit pas bouger. Il marmonna quelque chose sur le fait de perdre son temps et d'en finir. C'était Christian Grasswood. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. La porte claqua derrière lui avant qu'elle ne puisse comprendre quoi que ce soit. La panique la déchira alors qu'elle se précipitait hors du lit, le corps endolori, l'esprit tourbillonnant. Ses vêtements avaient été manipulés. Son téléphone avait disparu. On frappa à la porte. C'était Anne, avec un sourire narquois. « Tu devrais partir avant de faire une scène, dit-elle en haussant les épaules. Les Grasswood ne gèrent pas bien le désordre. Helena sortit de l'hôtel en titubant comme un fantôme, la réalité descendant comme un poison. Elle avait été piégée. Christian n'avait même pas réalisé qui elle était, et pour ce qui était de la famille Grasswood, Helena Oren n'avait jamais existé cette nuit-là. Helena essaya de se défendre. Elle revint le lendemain, les mains tremblantes et le cœur plein de défis. Elle passa en trompe devant la réceptionniste, exigeant de voir Isabella. « Je sais ce qui s'est passé. Vous m'avez piégé », siffla-t-elle entre ses dents serrées dans le couloir de la direction. Mais Isabella se contenta de se pencher en arrière dans son fauteuil, faisant tourner un verre de vin. « Soyez très prudente avec vos accusations, dit-elle froidement, car les gens qui portent de fausses accusations d'agression finissent généralement ruinés. » Christian entra au milieu de la confrontation et haussa un sourcil. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» Helena le regarda, les larmes aux yeux. « C'était toi. Cette nuit-là, tu pensais que j'étais quelqu'un d'autre. » Il fronça les sourcils. « Quelle nuit ? Je ne sais pas de quoi tu parles. » La pièce tourna, le gaslighting commença. « Elle est entrée par effraction dans la suite, » ajouta Isabella doucement, « et elle a volé mon bracelet. » Il a disparu. 2 gardes arrivèrent. Helena fut traînée dehors, les poignets meurtris par leur prise. Une semaine plus tard, elle était sur la liste noire de toutes les entreprises de Lagos. Des mois passèrent en silence. Enceinte et déshonorée, Helena quitta la ville. Elle trouva un village tranquille près d'Enugu, où elle donna naissance à des jumeaux dans un hôpital délabré, serrant leurs petits doigts et murmurant à travers des sanglots, « Vous êtes tout ce que j'ai maintenant. » Elle les nomma Léo et Mika, des noms symbolisant le courage, la force. Chaque tété, chaque fièvre, chaque larme au fil des ans ne fit que renforcer sa détermination. Elle ne laisserait jamais personne leur faire du mal comme on lui en avait fait. Elle revint en ville 5 ans plus tard, non pas pour se venger, mais pour reconstruire la vérité pierre par pierre, avec ses enfants comme témoins. Personne, ni Isabella, ni Christian, ne l'effacerait plus jamais. Ce qui avait été volé serait récupéré, mais pas dans la colère. Cette fois, elle avait quelque chose de plus dangereux que la fureur. Elle avait un but. Le hall du groupe Grasswood était un palais de verre et de marbre. Des cadres en costume bleu marine se déplaçaient comme des automates dans ces couloirs. Les têtes étaient baissées sur les téléphones et les agendas. Parmi eux se tenait Helena, posée et calme dans un tailleur pantalon noir ajusté. Ses boucles naturelles encadraient un visage qui ne montrait plus de douleur, seulement du pouvoir. À ses côtés, 2 garçons aux yeux bruns doux identiques lui tenaient la main et levaient les yeux vers les murs imposants. « On est ici pour ton travail, maman ?» demanda l'un d'eux. Helena s'accroupit, lui caressant la joue. « Non, Léo, nous sommes ici pour la vérité. » Elle se tourna vers la réceptionniste et posa une carte sur le comptoir. « Dites à Monsieur Grasswood que Sophia Oren est ici et que son passé vient d'entrer. » Un murmure parcourut la réception. La réceptionniste cligna des yeux. « Il est en réunion. Je peux laisser un message. » Helena eut un sourire froid. « Ne vous inquiétez pas. Il annulera sa réunion dès qu'il réalisera que je suis arrivé. » Elle ne laissa aucune place à la réfutation. Les garçons la suivirent jusqu'à la salle d'attente où ils commencèrent à dessiner sur des carnets, des dessins de maison, d'une famille, et de 2 bonshommes allumettes se tenant la main. En les regardant, Helena serra doucement les poings sur ses genoux. Elle avait pris le nom de Sophia Oren pour éviter d'être immédiatement détectée, mais cela ne resterait pas secret longtemps. Ce bâtiment, murmura-t-elle à voix basse, a été construit sur des mensonges. Maintenant,
reconstruisons-le avec la vérité. À l'étage supérieur, une secrétaire frappa à la porte vitrée de la salle de conférence et chuchota quelque chose à l'oreille de Christian. Il leva brusquement la tête, manquant de faire tomber le stylo qu'il tenait. « Qui » demanda-t-il. Le nom le frappa comme un souvenir enfoui, Sophia Oren. Christian se tenait près de la fenêtre imposante du jardin sur le toit, examinant des diapositives de présentation sur sa tablette lorsqu'une silhouette entra sur la terrasse en face de lui. Quelque chose changea dans l'air. Sa tête se tourna instinctivement et se figea. Elena, vêtue d'une riche robe fourreau prune, la tête haute, marchait comme si le ciel lui appartenait. Mais elle n'était pas seule. Deux petits garçons l'encadraient, lui tenant la main. Leur visage captait la lumière, des boucles sombres, une peau brune riche, des yeux si familiers que cela lui coupa le souffle. Il recula d'un pas. « Non. Ce n'est pas possible, marmonna-t-il, le cœur battant à tout rompre. « Monsieur, ça va » demanda un jeune cadre. Christian ne put répondre. Elena l'avait regardé droit dans les yeux, non pas en passant, mais à travers lui. Elle tressaillit. C'était comme si c'était lui le fantôme maintenant. Elle se pencha pour aider un enfant à nouer son lacet, tandis que l'autre lui montrait un dessin. Christian ne pouvait pas entendre leurs mots à cette distance, mais le rire qui suivit, les gloussements des enfants, firent se tordre quelque chose en lui. Il regardait des ombres de lui-même, et elle riait à côté d'une femme qu'il avait autrefois congédiée. Pendant un instant, il voulut descendre les escaliers en courant, exiger des réponses, tenir leur visage dans ses mains et demander « Êtes-vous les miens ?» Mais l'orgueil figea ses pieds. La confusion étouffa son souffle. Pour la première fois depuis qu'il avait pris la direction de l'entreprise, Christian Grasswood sentit que le sol sous ses pieds n'était pas fait d'acier, mais de sable. À 9h03 le lendemain matin, la salle de conférence du groupe Grasswood bourdonnait de tension alors que la nouvelle se répandait dans tous les départements. Sophia Oren venait d'acquérir 8% de l'entreprise par une manœuvre offshore silencieuse. Les cadres murmuraient, surpris. Isabella fit irruption dans le bureau de Christian, ses talons claquant comme des coups de feu. Qui diable est Sophia Oren, et comment a-t-elle obtenu 8% de nos actions sans déclencher les alertes de sécurité? Christian leva à peine les yeux. Son esprit rejouait encore la scène de la terrasse. Ce n'est pas une étrangère, murmura-t-il. C'est l'heure des comptes. À ce moment-là, Elena se tenait à une table de presse en bas, face à une mer de caméras. Je suis revenue pour investir dans ce en quoi je croyais autrefois, dit-elle calmement, la voix assurée. Mon rôle ne sera pas symbolique. J'ai l'intention de siéger au conseil d'administration, et je surveillerai de très près. Les journalistes éclatèrent en question. Qui était-elle vraiment? Quel était son lien avec le PDG? Des rumeurs de scandale s'agitèrent, et l'image soigneusement entretenue d'Isabella commença à se fissurer. En regardant la diffusion en direct, Isabella siffla, elle nous provoque. Qu'est-ce qu'elle prépare? Mais Christian n'écoutait pas. Ses yeux étaient fixés sur les garçons derrière Elena à l'écran. L'un d'eux bâilla. L'autre s'appuya sur son épaule. La ressemblance n'était plus discutable. Elle était indéniable, et elle était sur le point de secouer tout l'Empire. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec un doux carillon, et Luke Grasswood sortit à l'étage de la direction, son expression indéchiffrable. En tant que directeur des opérations, il avait été formé pour naviguer dans le chaos avec sang-froid, mais aujourd'hui, ses pas étaient lourds. Il avait vu les images du hall, entendu le bourdonnement dans la salle de conférence et examiné le dossier d'acquisition publique de Sophia Oren. Mais rien de tout cela ne se comparait à ce qu'il voyait maintenant, elle. Elena, ou plutôt Sophia, se tenait près de la fenêtre de la salle de conférence, les bras croisés, observant la gosse se dérouler en contrebas comme un souvenir. Elle n'avait pas vieilli, elle avait évolué. « Tu as changé » dit Luc doucement. Elena se tourna, les yeux froids. « Nous avons tous changé. Certains d'entre nous parce que nous le devions, d'autres parce qu'on nous l'a permis. » Il grimaça. Luc avait toujours été différent de Christian, plus silencieux, plus observateur, plus humain. « Pourquoi maintenant » demanda-t-il en s'approchant. « Tu as disparu, puis tu as réapparu avec 2 enfants et une participation suffisante pour déstabiliser notre conseil d'administration. Que cherches-tu vraiment » Elena baissa les yeux sur son reflet dans la vitre avant de répondre. « La clarté, la responsabilité, et un nom pour mes enfants qui ne soit pas caché derrière la honte. »
Luc expira lentement. Sont-ils de lui? Elle ne répondit pas, mais son silence rugit plus fort que n'importe quelle confession. Est-ce que Christian le sait? Demanda-t-il de nouveau. Cette fois, elle croisa son regard. Il le saura, mais pas par toi. Je veux qu'il affronte ceux qu'il a enterrés. Luc hocha la tête à contre-cœur. Quoi qu'il se soit passé il y a 5 ans, Isabella était impliquée, n'est-ce pas? Le sourire d'Helena était amer. Elle n'a pas seulement regardé faire, elle a allumé la mèche. Un silence s'était abattu sur le personnel plus âgé de la tour Grasswood. À la cafétéria, derrière le bureau de l'intendance, même dans les ascenseurs, le retour d'Helena avait réveillé des souvenirs longtemps enfouis. Une femme en particulier, une femme de ménage vieillissante nommée Mama Joanne, se retrouva hantée par un moment qu'elle avait autrefois ignoré. Elle se souvint de la nuit du banquet il y a 5 ans, une jeune fille pleurant dans le couloir, son rouge à lèvres maculé, ses talons cassés, serrant son sac à main comme une bouée de sauvetage, et à côté de la suite du banquet, Anne et Isabella riant doucement avant de s'éclipser. J'aurais dû parler, murmura Mama Joanne en regardant une photo de l'entreprise sur le mur, mais personne n'écoute les employés. Ce soir-là, Christian était assis dans son bureau à domicile, examinant les dossiers internes sur l'acquisition de Sophia Oren. Ses yeux brûlaient de questions. Il entendit à peine frapper à sa porte. « Monsieur, dit Davis, le chef de la sécurité de longue date. Il y a quelque chose que vous voudrez peut-être voir. » Christian leva les yeux alors que Davis lui tendait un ancien registre d'accès de la nuit du banquet. Le nom d'Anne était consigné plusieurs fois à l'étage de la suite exécutive. Celui d'Helena, une seule fois. Christian fronça les sourcils. Pourquoi Anne aurait-elle eu une autorisation cette nuit-là? Davis hésita. Ce n'est pas tout. Un membre du personnel de l'entretien prétend avoir vu mademoiselle Oren pleurer devant la suite 1407. Elle a dit que mademoiselle Anne l'avait entraînée à l'intérieur. Le sang de Christian se glaça. Donnez-moi tout sur cette nuit. Images, registres, témoignages. Je veux tout. Sa voix était maintenant vive, non pas en tant que PDG, mais en tant qu'homme commençant à voir les contours d'une vérité enterrée. Pour la première fois, il douta du récit qu'Isabella avait si parfaitement élaboré. Et plus il cherchait, plus ce doute commençait à se transformer en effroi. Cela a commencé par une toux, puis une fièvre. Helena a emmené les garçons d'urgence dans une clinique voisine lorsque Mika s'est effondré à la sortie de l'école. Léo avait un saignement de nez qui ne s'arrêtait pas. Christian était déjà à proximité après une réunion d'actionnaires et a proposé de les conduire à l'hôpital privé Grasswood. « Je les ferai entrer plus vite », a-t-il insisté. Helena a hésité. Chaque instinct criait non, mais le visage pâle de Mika lui a fait ravaler sa fierté. À l'intérieur de la chambre blanche et stérile, les médecins ont travaillé rapidement. Nous aurons besoin d'échantillons de sang de la famille immédiate, a déclaré le docteur Okonkwo. Christian s'est avancé sans hésitation. Prenez le mien. Helena a tenté de protester, mais Christian avait déjà retroussé sa manche. 2 heures plus tard, alors que les garçons dormaient côte à côte sous une couverture pastel, le médecin est revenu avec un presse-papier et le front plissé. Monsieur Grasswood, commença-t-il prudemment. J'ai effectué des tests comparatifs pour accélérer la compatibilité. Et vous êtes une correspondance paternelle directe. Groupe sanguin, marqueur génétique, tout concorde. Christian le fixa, figé. Vous dites que je suis leur père? Le médecin hocha la tête. Biologiquement, il n'y a pas d'autre explication. La pièce tomba dans le silence. Helena était assise, rigide, dans son fauteuil, les yeux baissés. Christian s'approcha lentement d'elle, la voix rauque. Tu savais depuis le début. Sa voix s'éleva à peine. Je t'ai supplié de m'écouter, Christian. Tu es parti. Maintenant, affronte ce que tu as laissé derrière toi. Il se tourna vers les garçons endormis, ses fils, et pour une fois, l'empire qu'il avait construit n'avait plus d'importance. Pas le conseil d'administration, pas l'image, juste 2 petites poitrines qui se soulevaient et s'abaissaient en rythme. Et la femme à côté d'eux, qui n'était plus quelqu'un qu'il pouvait ignorer. Christian se regarda dans le miroir de son bureau privé, mais le reflet n'offrait aucune réponse. Sa cravate penda. It lâchement autour de son cou, ses yeux injectés de sang, non pas de fatigue, mais d'incrédulité.
Il avait passé des années à maîtriser le contrôle des salles de conseil, des gens, du chaos, mais rien ne l'avait préparé à la guerre silencieuse qui se déroulait dans son propre sang. Elena avait disparu de sa vie sans un bruit, et maintenant elle était réapparue avec non pas un, mais deux enfants qui portaient ses yeux, ses manières, même sa gaucherie. Ce n'était plus une coïncidence. C'était réel, et il avait besoin de la vérité, pas de chuchotement ou d'ombre, mais d'une certitude clinique. Il ne le dit pas à Elena. Il organisa le test ADN en privé par l'intermédiaire d'un médecin discret, leur demandant de prélever les échantillons sous le prétexte d'un dossier médical de routine. Aucune publicité, avertit-il. Pas de dossier dans le réseau Grasswood. Cela reste hors des radars. Ailleurs, Elena était assise avec Luc dans un café-jardin tranquille, son expression gardée mais pas hostile. J'ai pensé à rester loin pour toujours, avoua-t-elle en remuant lentement son thé. Mais j'ai réalisé que mon silence ne servait à personne, et surtout pas à mes fils. Luc se pencha en avant, baissant la voix. Pourquoi revenir de cette façon? Tu n'es pas simplement entré, tu as fait exploser une bombe. Elena le regarda droit dans les yeux. Parce qu'une femme silencieuse est facile à effacer. Cette fois, je devais entrer assez fort pour que même Christian puisse m'entendre. Luc hocha lentement la tête, ses doigts tambourinant sur la table en bois. L'aimes-tu encore? La question frappa plus fort que prévu. Elena détourna le regard, vers un enfant qui jouait à proximité avec une petite voiture. Je ne sais pas ce que je ressens. Je sais ce qu'il m'a coûté. Je sais ce que son silence a fait. Elle fit une pause. Mais je ne suis pas revenu pour l'amour, je suis revenu pour la dignité. Luc soupira, puis posa une enveloppe sur la table. Tu voudras voir ça. Les dossiers financiers d'Isabella. J'ai commencé à creuser, et je n'aime pas ce que je trouve. Les doigts d'Elena se crispèrent autour de l'enveloppe, tandis que ses yeux s'assombrissaient. Alors creusons jusqu'à ce que la pourriture soit exposée. Quand les résultats arrivèrent, Christian ne les lut ni dans son bureau ni chez lui. Il conduisit jusqu'à la lisière d'un domaine tranquille près de Lagos, gara sa voiture à l'ombre d'un vieux palmier et ouvrit l'enveloppe Kraft avec des mains tremblantes. Le document était clinique, juste des pourcentages et des termes techniques, mais la vérité criait depuis la page. Correspondance paternelle, 99,9%. Pas un, mais les deux enfants. Les siens. Christian expira si profondément que cela faillit le briser. Pendant des années, il avait cru qu'Elena n'était qu'un nom fugace de son passé. Maintenant, elle était le point de départ du seul héritage qui comptait. Il resta assis dans sa voiture, agrippant le volant, le papier toujours sur ses genoux. Pendant longtemps, il ne dit rien. Puis, doucement, pour lui-même, que ai-je fait? Plus tard dans la journée, Christian demanda à voir Elena dans une salle de réunion privée à l'hôpital. Elle accepta, méfiante, et arriva vêtue d'un chemisier bleu pâle et d'un jean, pas d'armure cette fois, juste une force tranquille. Il se leva quand elle entra, ne sachant comment commencer. « Ils sont les miens, dit-il finalement, la voix rauque. Elena ne sia pas, je te l'ai dit par mon silence. Tu n'as jamais demandé. Christian s'approcha, secouant la tête. Pourquoi ne t'es-tu pas battu plus fort? Elle rit amèrement. J'avais 19 ans, terrifié, drogué, humilié. On ne se bat pas quand on est jeté dans une fosse. On survit. Sa poitrine se serra. Je suis désolé. Ses yeux se plissèrent. Désolé n'effacera pas 5 ans de genoux écorchés, de visites aux urgences et d'anniversaires avec une chaise vide. Il baissa le regard. Laisse-moi faire partie de leur vie. Elena croisa les bras. Tu veux sauter la culpabilité et plonger dans la paternité? Non, murmura-t-il. Je veux la mériter. Il y eut un long silence avant qu'elle ne réponde. Alors commence par apprendre leur nom. Pas en tant qu'héritier, mais en tant que personne. Elle le laissa dans cette pièce froide, tenant les résultats du test comme un miroir de l'homme qu'il était et du père qu'il n'avait jamais pu être. Le lendemain matin, Elena arriva tôt à l'école, tenant un sac de panier repas et de devoirs. Elle ne s'attendait pas à de la compagnie. Debout près de la cour de récréation, vêtue de blanc comme un ange dans un serré, se trouvait Isabella Grasswood. Elle eut un sourire crispé. Nous devrions parler, de femme à femme. Elena ne lui rendit pas son sourire. Tu as perdu ce privilège au moment où tu m'as utilisé comme un pion.
Isabella s'avança, les lèvres toujours retroussées. Quel est ton but? La sympathie du public? Le chantage? Tu n'as aucune preuve de quoi que ce soit. Elena haussa un sourcil. Tu as peur. C'est nouveau. La voix d'Isabella s'aiguisa. Je protège ma famille. Tu n'en fais pas partie. Elena pencha la tête. Tu veux dire la même famille qui est biologiquement la mienne maintenant? Tu aurais vraiment dû réfléchir aux conséquences avant d'essayer de m'effacer. Isabella fit un pas soudain en avant, sa voix s'abaissant. Écoute-moi bien. C'est moi qui ai fait Christian. C'est moi qui ai fait cette entreprise. Tu crois que tu peux débarquer avec 2 enfants et réécrire l'histoire? Elena ne bougea pas. Son regard était d'acier. Je n'ai rien à réécrire. J'ai gardé les reçus. Les narines d'Isabella frémirent. Fais attention, Elena. Ces enfants, crois-tu vraiment que tu peux les garder en sécurité si tu provoques les mauvaises personnes? Et ce fut la goutte d'eau. Elena s'avança, à quelques centimètres du visage d'Isabella. Menace encore mes enfants et je brûlerai tous les ponts, chaque dollar, chaque nom lié à toi jusqu'à ce qu'il ne te reste que tes chaussures de créateur et ta fierté. Un enseignant à proximité appela, Madame Oren, les garçons sont prêts. Elena se retourna sans un mot de plus, mais pas avant d'avoir vu la plus petite fissure dans l'expression parfaitement sculptée d'Isabella. Pour la première fois, la peur avait remplacé l'arrogance, et Elena savait qu'elle détenait enfin le pouvoir. Christian se tenait devant les imposantes fenêtres en verre de son bureau, mais il ne voyait pas la ligne d'horizon. Sa boîte de réception débordait d'inquiétudes d'investisseurs. Une rumeur divulguée avait commencé à se répandre en ligne. Le PDG a une famille cachée. Les médias bourdonnaient, et l'action du groupe Grasswood vacillait de 2% avant midi. Il se détourna de la fenêtre alors que Luc entrait, fermant doucement la porte. « Tu as vu les rumeurs ?» demanda Luc. « Ce ne sont pas des rumeurs », marmonna Christian en enlevant sa montre. « C'est le début d'un effondrement. » Luc lui tendit un rapport financier imprimé. J'ai suivi les pistes de la division d'Isabella. Des millions ont été détournés vers des sociétés écrans, 2 enregistrées au nom d'Anne, et une liée à un compte offshore sous ton nom. Christian cligna des yeux, stupéfait. C'est impossible. Je n'ai jamais. Je sais, coupa Luc. C'est pourquoi j'ai commencé à creuser plus profondément, et je pense qu'Isabella a utilisé ton autorité pour déplacer de l'argent. Tu dois prendre du recul et regarder ce qu'elle a fait sous ton nez. Pour la première fois depuis des années, Christian ressentit quelque chose qu'il éprouvait rarement, l'impuissance. Je lui faisais confiance, dit-il, presque pour lui-même. Après la mort de nos parents, elle s'est occupée de tout. L'entreprise, les actionnaires, même la politique interne. Elle a dit qu'elle protégerait la famille. Luc croisa les bras. Elle l'a fait, en sacrifiant les parties qu'elle n'aimait pas. Christian s'assit lourdement à son bureau, se frottant les tempes. Et Elena? La voix de Luc s'adoucit. Tu connais la vérité maintenant. Mais le conseil d'administration ne se soucie pas de la culpabilité. Il se soucie de la stabilité. Et en ce moment, tu ressembles à un scandale sur le point d'exploser. La mâchoire de Christian se serra. Alors nous trouverons des preuves. Donne-moi tout. Je ne laisserai pas Elena prendre la responsabilité à nouveau. Et je ne laisserai pas Isabella enterrer quelqu'un d'autre. Luc fit un léger signe de tête. Je continuerai à suivre l'argent. Mais toi, tu dois prendre une décision. Qui va gagner cette guerre, ta sœur ou la vérité? Christian ne répondit pas. Mais au fond de sa poitrine, une flamme avait commencé à vaciller, la fin lente et brûlante de la rédemption. La salle à manger du domaine Grasswood était l'incarnation du pouvoir, une longue table en chêne, des lustres en cristal, des couverts importés. Mais cette nuit-là, elle ressemblait plus à un front de guerre. Elena arriva dans une simple robe noire qui chuchotait l'élégance sans excuse. Elle tenait fermement les mains de Mika et Léo alors qu'ils entraient dans la pièce. Isabella se tenait à l'autre bout avec un sourire forcé, tandis que Christian planait à côté, visiblement tendu. « Bienvenue », offrit Isabella, sa voix comme du verre fin sur le point de se briser. « Nous sommes si heureux que vous ayez accepté notre invitation. » Elena ne lui rendit pas son sourire. « Je suis ici pour eux, pas pour vous. » Les jumeaux, sentant la tension, lui serrèrent les doigts plus fort.
Christian s'éclaircit la gorge et fit un geste vers les sièges. Mangeons. Le dîner se passa dans un silence tendu. Léo tendit la main vers le sel, et Christian l'aida instinctivement. Merci, marmonna le garçon. Mika demanda doucement. Es-tu le patron de maman? Christian s'étouffa légèrement avec son vin. Elena essuya la bouche de Mika avec une serviette. C'est quelqu'un que nous connaissions. Isabella intervint rapidement. C'est juste un ami, chéri. Les jumeaux semblaient confus. Christian regarda les enfants de l'autre côté de la table, leurs expressions si curieuses, si innocentes, et sa poitrine lui fit mal. Vous aimez dessiner, les garçons, demanda-t-il, cherchant une connexion. J'ai vu vos robots sur les murs du bureau. Mika hocha timidement la tête. Je veux en construire un pour maman un jour, pour qu'elle n'ait pas à se battre si fort. Elena se figea, sa cuillère suspendue en l'air. La gorge de Christian se serra. Les mots frappèrent plus profondément que tout ce qu'Isabella lui avait jamais dit. Le dîner se termina par des desserts polis et des regards persistants. Mais quand Elena sortit avec ses enfants, Christian ne vit pas une invitée partir. Il vit un avenir qu'il aurait pu avoir s'échapper à nouveau par la porte. Le lendemain matin, les gros titres enflammaient les réseaux sociaux et les sites de potins. Une femme mystérieuse quitte le domaine Grasswood avec les fils du PDG. Des photos prises par le cousin d'une femme de ménage étaient devenues virales. Le dos d'Elena alors qu'elle sortait des grilles, un garçon de chaque côté, et Christian regardant depuis le balcon. La salle de conférence explosa de murmures. Cela pourrait faire chuter le prochain trimestre, aboya le directeur financier. Nous avons construit une marque sur une image impeccable. Christian resta silencieux tandis que le conseil débattait de la publication d'une déclaration. Pendant ce temps, Isabella prit la parole lors d'une conférence de presse organisée à la hâte, vêtue de gris sobre et flanquée d'experts en relations publiques. Il y a eu beaucoup de spéculations récemment concernant notre famille. Soyez assurés que ces rumeurs sont infondées et préjudiciables. Elle sourit, les dents serrées. Nous enquêtons sur la source de ces fuites. Mais alors, de manière inattendue, Elena s'avança du fond de la salle de conférence, vêtue de bleu marine et flanquée de son avocat. La salle se tut alors que les caméras se tournaient vers elle. Avec tout le respect que je vous dois, Madame Grasswood, dit-elle calmement, vous ne parlez ni pour moi, ni pour la vérité. Les journalistes éclatèrent en questions. Isabella se figea, stupéfaite. Qui êtes-vous? Demanda l'un d'eux. Elena releva le menton. Sophia Oren, actionnaire public et mère des fils jumeaux du PDG. Des halètements résonnèrent. Les flashs des appareils photo crépitèrent sauvagement. Isabella pâlit. Ce n'est pas l'endroit, lança-t-elle. Elena se dirigea vers le podium. Je suis d'accord. La vérité l'est rarement. Elle se retourna, n'offrant rien de plus. Dehors, la presse explosa. À l'intérieur de la salle de conférence, Christian se leva enfin, le regard ferme. Préparez une déclaration, dit-il à l'équipe. Une qui ne manque pas, et c'est ainsi que le récit commença à changer. Non pas parce qu'Elena l'avait forcé, mais parce que la vérité refusait de rester enterrée. Le gala de charité annuel des Grasswood était une tradition, l'opulence déguisée en générosité. Des lustres en cristal scintillaient au-dessus des sols en marbre tandis que l'élite de Lagos flottait dans la soie et l'ego. Elena n'avait pas prévu d'y assister, mais une enveloppe anonyme livrée à son appartement changea la donne. Si vous voulez toute la vérité, soyez au gala ce soir. Demandez pour le gâteau. Ce n'était pas signé. La curiosité luttait avec la prudence, mais elle arriva au lieu de l'événement dans une robe de soirée saphir. Les jumeaux étaient en sécurité à la maison avec l'assistante de confiance de Luc. À l'intérieur, les bavardages cessèrent lorsqu'elle entra. Le sourire forcé d'Isabella se fissura comme de la porcelaine alors qu'Elena s'approchait de la table des desserts. Un gâteau à plusieurs étages se dressait au centre, glaçage blanc, garniture dorée, une petite couronne sur le dessus. Je vois que la tradition d'enrober les choses de sucre perdure, remarqua sèchement Elena en s'approchant. Isabella se tourna, la voix sèche. Vous n'êtes pas sur la liste des invités. Elena eut un petit sourire narquois. Mais je semble être le gros titre préféré de tout le monde. À ce moment, Christian arriva, la tension dans ses épaules. Avant que quiconque puisse intervenir, une serveuse portant une part du gâteau trébucha, intentionnellement ou non,
et l'assiette s'écrasa près des pieds d'Isabella. Un hoquet s'échappa de la foule. Isabella pâlit en chancelant. Elena s'avança. « Ça va » demanda-t-elle à voix basse. « C'est juste du gâteau, à moins qu'il y ait autre chose dont vous ayez peur. » Les genoux d'Isabella fléchirent. Elle s'effondra, se tenant la poitrine tandis que des halètements éclataient autour de la pièce. « Appelez un médecin » cria quelqu'un. Christian se précipita à ses côtés. Elena resta immobile, imperturbable. Dans la foulée, un texto anonyme fit vibrer le téléphone d'Elena. Elle a simulé. Elle fait toujours ça. Vérifier la surveillance de la suite, salle de banquet C. Elle savait aussi ce qu'il y avait dans le gâteau cette nuit-là. Elena suivit la piste du texto et contacta la seule personne dont le silence avait toujours semblé réticent. Tang, le chef steward à la retraite de l'hôtel Clarion, vivant maintenant tranquillement de sa pension. Elle le trouva en train de balayer le perron de sa maison, les cheveux gris saupoudrés de pluie, ses yeux s'écarquillèrent dès qu'il la vit. « Mademoiselle Oren » murmura-t-il, la voix tremblante. « Vous êtes revenu. » Elle hocha la tête. « J'ai besoin de votre aide, monsieur Tang. Je sais que vous avez vu ce qui s'est passé cette nuit-là. » Il hésita, le balai figé en plein mouvement. « J'ai porté cette culpabilité comme une encre, dit-il, mais je devais garder mon travail. J'avais un fils à l'école. J'avais peur. » Elena s'avança, sa voix plus douce maintenant. « Je ne veux pas de vengeance. Je veux juste que la vérité soit documentée. Pour mes garçons. » Tang hocha lentement la tête et rentra à l'intérieur, revenant avec une vieille carte clé et un petit ordinateur portable couvert de poussière. C'était la sauvegarde des images de la suite. « Je l'ai gardé parce que je savais qu'un jour vous en auriez besoin. » Il pensait qu'en la supprimant du serveur de l'hôtel, tout serait effacé. Elena la prit doucement, ses mains tremblant. Ensemble, ils s'assirent et regardèrent la vidéo. Les images montraient Anne traînant une Elena droguée dans la suite 1407. Quelques minutes plus tard, Isabella entra dans le couloir, chuchota quelque chose à Anne et lui tendit une fiole. L'estomac d'Elena se retourna en entendant la voix suffisante d'Anne dans le couloir. Elle ne se souviendra même pas qu'il était dans la pièce. Tang détourna le regard, la honte lourde dans son regard. « Ils vous ont ruiné, dit-il, la voix se brisant, et j'ai regardé faire. » Elena posa une main sur la sienne. « Vous réparez ça maintenant. » Elle téléchargea les images sur un disque sécurisé et se leva. « Le monde a besoin de voir ça. Pas pour moi, mais pour chaque jeune fille qui a été réduite au silence et effacée. » Tang murmura, « Que Dieu me pardonne », alors qu'elle sortait dans la nuit, le feu dans le sang et la justice dans sa poche. Le parc était presque vide quand Christian arriva. Le soleil avait commencé à se coucher, peignant le ciel de l'entrée d'orange et de lavande. Il trouva Elena sur un banc près des balançoires, les garçons jouant à proximité avec des épées en plastique vive. Elle ne leva pas les yeux quand il s'assit à côté d'elle. Pendant un moment, ils se contentèrent de regarder. Puis il parla, la voix rauque. « J'ai vu les images. » Les doigts d'Elena se crispèrent sur le bord du banc. « Alors tu sais. » Il hocha la tête. « Tu avais raison. Surtout. » Un silence s'étira entre eux, épais de années de douleur inexprimée. « Je voulais te détester, » admit-elle doucement, pour le silence, pour m'avoir laissé être jeté comme un déchet. Il ferma les yeux. « J'étais aveugle et orgueilleux. Je ne voulais pas croire que ma propre famille puisse faire ça, mais ça ne l'excuse pas. » Il se tourna alors vers elle, la voix se brisant. « Je ne mérite rien, mais je demande quand même. Laisse-moi faire partie de leur vie. » Elle le regarda pleinement, une émotion vacillant dans ses yeux. « Ils ne sont pas un remède pour ta culpabilité, Christian. Tu n'arrives pas comme ça pour effacer les années que j'ai passées à répondre seul à leurs pleurs. » Il hocha la tête. « Alors laisse-moi le mériter. Laisse-moi commencer par quelque chose de petit. Les récupérer à l'école, connaître leur routine, leurs céréales préférées. » Sa voix se brisa. « Ils aimaient les cornflakes rouges avec des guimauves. Ils appellent ça la nourriture magique. » Christian rit doucement. « Alors, nourriture magique, ce sera. » Ils restèrent assis un peu plus longtemps, pas tout à fait pardonnés, pas tout à fait brisés. Deux personnes au bord déchiquetées, commençant tranquillement à s'emboîter à nouveau.
Quand Léo accourut et offrit à Christian son épée en jouet, Alina ne l'arrêta pas. Elle regarda simplement son fils tendre un morceau de lui-même à l'homme qu'il n'avait jamais connu. Et l'homme tendit la main et l'accepta avec des mains tremblantes. La salle de conférence du bureau de l'avocate d'Alina était stérile et silencieuse, mais l'atmosphère vibrait de détermination. De l'autre côté de la table, Alina était assise à côté de son avocate, Madame Oleyemi, tandis que Luc remettait une pile de dossiers internes de Grasswood. Chaque doc humain était un clou dans le cercueil de l'entreprise d'Isabella, factures fabriquées, fiches de paie fantômes, fonds marketing détournés. Elle détourne les ressources de l'entreprise depuis des années, expliqua Luc. Mais au moment où elle a transféré les dividendes des investisseurs vers son fonds fiduciaire privé, elle est entrée en territoire criminel. Alina resta calme, mais ses mains tremblaient légèrement sous la table. Nous devons agir maintenant avant qu'elle n'enterre d'autres preuves, dit-elle. Madame Oleyemi hocha la tête. Nous déposerons une requête auprès du tribunal pour faire suspendre Isabella de son pouvoir exécutif jusqu'à ce qu'un audit et une enquête formelle soient terminés. Mais comprenez bien, cela ne se fera pas discrètement. Elle s'en prendra à vous. Je suis prête, dit fermement Alina. Pendant des années, j'ai avalé ses menaces. J'ai élevé 2 enfants en silence pendant qu'elle se nourrissait de pouvoir. Maintenant, elle goûtera à son propre poison. Luc hésita avant de parler. Ça pourrait devenir moche, Alina. Elle a encore des relations dans le système judiciaire. Et si Christian vous soutient publiquement, cela divisera le conseil d'administration. Alina regarda Luc dans les yeux. Laissez-le se diviser. Laissez-le s'effondrer s'il le faut. À quoi bon défendre un nom construit sur la pourriture? Plus tard dans la journée, Christian reçut une copie de la requête. Lorsqu'il contacta Alina par téléphone, sa voix était pleine de conflit. « Veux-tu vraiment porter ça devant les tribunaux » demanda-t-il. « Oui » répondit-elle. « Parce que si je ne le fais pas, elle le fera à quelqu'un d'autre. Et la prochaine fois, ce ne sera peut-être pas une femme assez forte pour y survivre. » Il y eut un silence. Puis il dit doucement. « Alors je serai à tes côtés. » Pour la première fois en 5 ans, Alina ne se sentit pas seule. Les médias éclatèrent le lendemain matin. La sœur du PDG Christian Grasswood sous enquête judiciaire, querelle familiale ou justice rendue? Les titres dansaient sur les écrans tandis que les équipes de télévision se rassemblaient devant la tour Grasswood. Isabella fit irruption dans le bureau de Christian, jetant la vie sur son bureau. « Tu m'as trahi » siffla-t-elle. « Tu es resté là pendant que cette fille paradait des mensonges et des saletés. » Christian, assis les épaules carrées, leva lentement les yeux. Elle ne ment pas. J'ai vu les comptes. J'ai vu les images. Tu l'as droguée, Isabella. Tu as volé cette entreprise. Tu as mis mes enfants en danger. Son visage se déforma. J'ai construit cet empire. Tu étais trop occupé avec tes aventures pour remarquer les loups qui rôdaient. J'ai protégé l'héritage. Et maintenant tu me jetterais dehors pour une femme qui aurait dû disparaître. Ses yeux brûlaient. Non. Je m'oppose à une femme qui est devenue le poison même qu'elle prétendait combattre. La voix d'Isabella tomba à un murmure venimeux. Ils te détruiront aussi. Les investisseurs, la presse, ta précieuse réputation ne survivra pas à ça. Et elle non plus. Christian se leva lentement. Alors laisse-les détruire l'illusion. Peut-être qu'il est temps que nous recommencions avec la vérité. Elle rit amèrement, des larmes se formant. Tu n'es pas assez fort pour survivre à ce qui va suivre. Il contourna son bureau et ouvrit la porte. Alors regarde-moi essayer. Elle le foudroya du regard un long moment, puis sortit, ses talons claquant comme des tambours de guerre sur les sols en marbre. Dehors, la salle de conférence était silencieuse, tous les yeux sur elle. Cet après-midi-là, Christian fit une déclaration publique. Debout sur l'estrade, il annonça, avec effet immédiat, Isabella Grasswood est suspendue en attendant l'enquête. Le conseil d'administration et moi-même sommes unis dans notre engagement envers la transparence, la responsabilité et la justice. Les journalistes explosèrent de questions. Helena regarda la diffusion en direct de chez elle, une larme coulant sur sa joue, non pas parce qu'elle avait gagné, mais parce que le monde avait enfin cessé de faire semblant. Plus tard dans la soirée, Christian se retira dans le bureau de son défunt père, une pièce dans laquelle il n'était pas entré depuis les funérailles.
L'odeur de cuir usé et de livres vieillissants emplissait l'air tandis que la poussière dansait dans la lumière du soleil déclinant. Sur l'étagère supérieure, nichée derrière des photographies encadrées, il la trouva, une enveloppe scellée avec son nom écrit de l'écriture audacieuse de son père. Il s'assit dans un vieux fauteuil en velours et l'ouvrit lentement. À l'intérieur, la lettre était datée de 6 mois avant le décès de leur père. Si tu lis ceci, cela signifie que l'héritage pour lequel je me suis battu repose maintenant entre tes mains, mais méfie-toi de ceux qui s'accrochent au pouvoir pour le contrôle, non pour le service. Ta sœur, je le crains, n'a pas hérité de ma vision, mais de la fin de votre mère. Garde ton cœur, Christian, et choisis les dirigeants non pour leur loyauté, mais pour leur intégrité. Les mots l'écrasèrent. Il fixa l'écriture, des larmes coulant sur son visage. La lettre continuait. Il y a de la force en toi, mon fils, mais seulement si tu apprends à écouter, non pas le bruit, mais la vérité. Le pouvoir ne réside pas dans la domination, mais dans la protection, dans l'amour. L'amour est ton plus grand héritage. Christian plia la lettre avec des doigts tremblants et la pressa contre sa poitrine. Toutes ces années, il avait cru que la force signifiait le silence, l'orgueil, le contrôle, mais son père avait vu ce qu'il n'avait pas réussi à devenir. Se levant du fauteuil, Christian sortit et se rendit à l'appartement d'Helena. Elle ouvrit la porte avec des yeux fatigués. « Et maintenant » demanda-t-elle. Il lui tendit la lettre. « J'avais tort sur tout, sur toi, sur ce qui compte. » Elle la lut lentement, son expression s'adoucissant. On dirait un homme qui a vu la tempête arriver. Christian hocha la tête. « Je ne veux plus être la tempête. Je veux être l'abri. » Helena ne répondit pas tout de suite, mais alors que leur fils jetait un coup d'œil derrière ses jambes, quelque chose passa entre eux, fragile, inexprimé et réel. Le retour d'Anne à Lagos ne fut pas subtil. Elle arriva à la tour Grasswood sans y être invitée, avec des lunettes de soleil sombre et un manteau de créateur qui masquait mal son désespoir. Son nom autrefois influ était maintenant un récit édifiant dans les cercles d'élite. L'assistante de Christian hésita avant de frapper à la porte de son bureau. « Monsieur, Anne est ici. Elle dit qu'elle a quelque chose que vous voudrez entendre. » Christian leva lentement les yeux. « Faites-la entrer. » Anne entra comme une ombre. « Toujours aussi grandiose, n'est-ce pas » dit-elle avec un sourire forcé. Il ne prit pas la peine de le lui rendre. « Pourquoi es-tu ici » Elle haussa les épaules. « Pour dire la vérité, parce qu'Isabella m'a coupé les vivres. Et quand les serpents arrêtent de se nourrir mutuellement, l'un se fait toujours mordre en premier. » Christian croisa les bras. « Parle clairement. » Anne soupira et enleva ses lunettes. La nuit où Helena a été amenée à la suite, ce n'était pas un hasard. Isabella l'a planifié. J'étais le pion. Elle m'a demandé de m'assurer qu'Helena boive quelque chose avant de monter. Elle m'a dit que c'était juste un somnifère. Je n'ai connu le plan complet qu'après. Les yeux de Christian se durcirent. Et tu me dis ça maintenant par culpabilité ? Elle rit amèrement. La culpabilité ne paie pas le loyer. Je veux l'immunité. Si cela devient légal, je veux une protection écrite. Christian se leva, la voix glaciale. Tu as drogué une femme innocente, Anne. Ce n'était pas juste un coup monté, c'était une violation. Et tu veux une protection. La voix d'Anne se brisa. Tu crois que je pouvais dire non à Isabella à l'époque ? Elle nous a tous fait croire qu'elle était invincible. Toi aussi. Pour la première fois, Christian vit Anne non pas comme une méchante, mais comme quelqu'un qui avait été piégé aussi, bien que dans la lâcheté. Envoie ta déclaration à mon avocat, dit-il froidement. Et prie pour que le tribunal fasse preuve de clémence là où je ne le peux plus. Isabella se tenait devant le miroir en pied de son pantouse, son reflet brisé par la colère. Elle pense qu'elle a gagné, murmura-t-elle. Mais le conseil m'écoute toujours. Mon nom a encore du poids. Juste à ce moment, son téléphone sonna. Anne. Avec un sourire narquois, Isabella répondit. Prête à réparer ton erreur ? Mais la voix d'Anne était sèche. Je lui ai dit la vérité. Tout, y compris les images. Le silence à l'autre bout du fil d'Isabella était assourdissant. Tu as fait quoi ? Cracha-t-elle. Tu crois que te retourner contre moi te sauvera ? La voix d'Anne trembla légèrement. Je pense que cela pourrait sauver mon âme. La rage d'Isabella explosa.
Idiote ingrate, c'est moi qui t'ai construite. Je t'ai protégée de la ruine. Tu m'as utilisé pour la ruiner, rétorqua Anne. Et maintenant, tu vas en répondre. Pendant ce temps, Elena était assise avec son équipe juridique alors que les dernières pièces à conviction arrivaient. Une copie complète de la vidéo de surveillance de la nuit où elle avait été droguée, montrant Anne lui tendant un verre et Isabella chuchotant des instructions quelques instants plus tard. Elena regarda l'écran sans ciller. Scellez et authentifiez ceci, ordonna-t-elle. Puis transmettez-le au procureur de l'État. Son avocate se pencha en avant. Une fois soumis, il n'y a plus de retour en arrière. Les accusations s'aggraveront. Complot, administration de drogue, fraude d'entreprise, peut-être même tentative de coercition sexuelle. La voix d'Elena était calme, mais ferme. Laissez-les s'aggraver. Plus ça montera, plus dure sera la chute. Quelques heures plus tard, Christian reçut également une copie. Il regarda les images en silence avant d'envoyer un texto à Elena. J'aurais aimé te croire plus tôt, mais je te crois maintenant de tout mon être. Elena fixa le message, puis regarda par la fenêtre. La vérité n'était pas seulement exposée. Elle avait brisé le mensonge si complètement que même le nom d'Isabella ne pouvait plus le maintenir. L'arrestation a eu lieu un jeudi matin. Isabella était assise dans son spa préféré, profitant d'un soin du visage et dictant des notes vocales à son assistante lorsque deux officiers sont entrés avec une autorité calme. « Madame Grasswood, dit l'un d'eux. Vous êtes en état d'arrestation pour complot, falsification de documents d'entreprise, obstruction à la justice, et tentative de droguer et de mettre en danger une civile. » Isabella se redressa d'un bond, sa robe de chambre glissant de ses épaules. « Excusez-moi, savez-vous qui je suis ?» Les officiers restèrent de marbre. « Oui, madame, et c'est pourquoi nous sommes ici. » Alors que les flashs de la presse qui attendaient à l'extérieur illuminaient le couloir, Isabella fut conduite menottée à travers la foule qu'elle avait autrefois dirigée. « C'est une erreur, cria-t-elle. Je vous poursuivrai tous en justice. » Les chaînes d'information bourdonnaient de reportages en direct. L'empire Grasswood sous le feu des critiques, Isabella Grasswood en garde à vue. Elena se tenait dans son salon, regardant l'écran en silence. Les jumeaux coloriés par terre à proximité, inconscients de la tempête. Christian entra quelques instants plus tard, sa cravate à moitié dénouée, un regard vide dans les yeux. « C'est fait, dit-il doucement. Elle est en garde à vue. » Elena ne sourit pas. Elle ne pleura pas. Elle murmura simplement, ça n'aurait pas dû prendre autant de temps. Christian s'approcha lentement. « Tu avais raison, surtout, et je suis désolé que le monde ait mis si longtemps à voir ce que je refusais de voir. » Elena jeta un coup d'œil au garçon. « Ne t'excuse pas auprès de moi. Excuse-toi auprès d'eux quand ils seront assez grands pour demander pourquoi tu n'étais pas là. » Il hocha lentement la tête. « Je le ferai, tous les jours s'il le faut. » Elle ne répondit pas, mais elle ne ferma pas la porte non plus. La justice était enfin arrivée, non par la vengeance, mais par une vérité inébranlable. Et maintenant que le passé avait été traîné à la lumière, il ne restait plus que ce qui allait suivre. La vérité avait flotté comme de la fumée dans l'air autour de Mika et Léo, visible, ressenti, mais inexprimé. Ils étaient trop perspicaces, trop brillants pour ne pas remarquer la tension qui suivait Christian partout ces derniers temps. Ce n'est que lorsqu'un camarade de classe a mentionné nonchalamment « Ton père est à la télé » que les questions ont vraiment commencé. Ce soir-là, Elena s'assit entre les garçons dans leur chambre, ses mains tripotant nerveusement le bord d'un oreiller. Christian se tenait près de la porte, silencieux, comme s'il attendait la permission de respirer. « Maman » commença doucement Mika. « Pourquoi tout le monde dit que Monsieur Christian est notre papa ?» Elena prit une profonde inspiration, sa voix tremblant légèrement. « Parce qu'il l'est. C'est votre père. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme un ornement fragile. Léo cligna des yeux. « Mais il n'habite pas ici. » Christian s'avança alors, s'agenouillant devant eux. « C'est parce que, je ne savais pas que j'étais votre père jusqu'à récemment. Mais je le sais maintenant et je veux être là si vous me le permettez. » Mika pencha la tête. « Est-ce que les papas aident pour les devoirs ?» Christian sourit, une larme coulant sur sa joue. « Oui. Et pour les pièces de théâtre de l'école. Et les dessins de monstres sur le frigo. » Léo grimpa sur ses genoux, hésitant mais curieux. « Tu aimes le football ?
Christian hocha la tête, le serrant contre lui. Seulement si tu m'apprends. Elena les regardait, le cœur partagé entre le soulagement et la douleur. Le moment n'était pas parfait. Ce n'était pas magique comme dans un film. Mais c'était réel. Un commencement. Après que les garçons se soient endormis, Christian murmura, « Ils sont incroyables. » Elena répondit doucement, « Ils devaient l'être. » Il n'avait personne d'autre. Christian ne parla plus après ça. Il s'assit simplement à côté d'elle par terre, épaule contre épaule, absorbant le poids de la paternité, non pas par la biologie, mais par le choix. Le centre de détention pour femmes était bien loin des salles luxueuses qu'Isabella dirigeait autrefois. Le banc en métal froid, l'air clinique, les regards, tout cela dépouillait l'illusion. Quand Elena entra dans la salle de visite, Isabella était déjà assise, vêtue d'une combinaison de prison grise. Ses cheveux n'étaient pas coiffés, son visage plus pâle que d'habitude, mais la vivacité dans ses yeux restait. « J'imaginais que tu viendrais te vanter, » dit Isabella avec un sourire amer. Elena ne s'assit pas. Elle se tint simplement de l'autre côté de la table, croisant les bras. « Je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu parce que j'ai besoin de te regarder dans les yeux avant de clore ce chapitre pour de bon. » Isabella ricana. « Épargne-moi ton discours de victoire. Tu crois que tu as gagné parce que je suis derrière une vitre ?» La voix d'Elena était calme, mais elle portait une lame en dessous. « Tu aurais pu avoir tellement plus, Isabella. Pas le pouvoir, pas le contrôle, mais la paix, la grâce, même l'amitié. Mais tu avais trop peur de partager quoi que ce soit que tu ne dominais pas. » Le sourire d'Isabella s'effaça. « Tu crois que je voulais être comme ça? Tu crois que j'avais le choix? » Elena se pencha plus près. « Nous avons tous des choix. J'ai choisi le silence pendant des années, non pas parce que j'étais faible, mais parce que j'essayais de protéger le peu qu'il me restait. Tu as choisi de détruire tout ce que tu ne pouvais pas contrôler. Et pourquoi? » Isabella détourna le regard. « Ils t'oublieront, Elena. Finalement, les médias trouveront quelqu'un d'autre. » Elena se redressa. « Je ne me suis pas battue pour la célébrité. Je me suis battue pour mes fils. Et quand ils me demanderont à quoi ressemble la force, je leur dirai, se relever quand tes genoux tremblent, et ne jamais devenir ce qui t'a brisé. » Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, Isabella murmura enfin, « Me détestes-tu » Elena fit une pause. « Non, mais j'ai pitié de la jeune fille que tu étais autrefois, celle qui pensait que le pouvoir était de l'amour. » Elle partit sans se retourner. Et pour la première fois, Isabella ne parla plus. Le soleil du matin se déversait par la fenêtre du salon lorsque Christian arriva, non pas en costume ou en chaussures vernies, mais en jean, basket, et avec un regard plein d'espoir. Elena haussa un sourcil en ouvrant la porte. « Pas d'urgence au conseil d'administration aujourd'hui ?» Il gloussa nerveusement. « Une seule. Je dois proposer quelque chose. » Elle croisa les bras. « Tu as environ 200 excuses de retard pour ce genre de proposition. » Il rit, se frottant la nuque. « Pas ce genre de proposition, pas encore. Je veux être coparent, officiellement. Je veux être aux sorties d'école, au rendez-vous chez le dentiste, aux batailles de crêpes du dimanche. » Elena l'étudia un long moment. « Tu es sûr que ce n'est pas juste la culpabilité qui te motive encore ?» Christian secoua la tête. « Non, la culpabilité m'a ramené. Mais c'est l'amour qui me garde ici. Et je veux mériter une place, non seulement dans leur vie, mais dans la tienne. » Elle s'adoucit, juste un peu. « C'est une longue route, Christian. » Il hocha la tête. « J'ai apporté des collations pour le voyage. » Il brandit un sac d'épicerie avec les céréales préférées des garçons, la nourriture magique. Elena sourit malgré elle. Les garçons coururent dans la pièce quelques instants plus tard et poussèrent des cris de joie à la vue des céréales. Il s'en est souvenu, sourit Mika. Léo tira la main de Christian vers la cuisine. « Viens nous aider à les faire. » Christian regarda Elena une dernière fois avant d'être entraîné. « Je commencerai par le petit déjeuner. Peut-être qu'un jour nous pourrons parler d'éternité. » Elena se tenait sur le seuil, les regardant tous les trois dans la cuisine, riant du lait renversé et des flocons détrempés. Elle n'avait pas toutes les réponses, mais elle n'avait plus à tout porter seule. Et peut-être, juste peut-être, la guérison ne venait pas toujours en s'éloignant, mais en choisissant de rester et de reconstruire avec la bonne personne à ses côtés.
La salle de conférence qui avait autrefois réduit au silence le nom d'Helena résonnait maintenant de sa voix. La lourde table en acajou brillait sous les lumières du plafond, et les sièges autrefois occupés par les alliés d'Isabella étaient maintenant remplis de nouveaux visages, d'investisseurs, de responsables de la conformité et de nouveaux membres avides de réforme. Christian se tenait à l'autre bout, mais cette fois, il ne dirigeait pas. C'est Helena qui le faisait. Vêtue d'un blazer blanc impeccable et de ses boucles naturelles ramenées en une torsade royale, elle parla avec une force tranquille. Nous avons construit cette entreprise sur la réputation, mais nous l'avons maintenue sur l'illusion. Cela prend fin maintenant. Le public ne veut pas la perfection, il veut la vérité. Et la vérité, c'est que le groupe Grasswood doit évoluer. Des murmures d'approbation suivirent. Christian ne pouvait pas la quitter des yeux, non pas par admiration, mais par respect. Helena ne survivait plus seulement, elle façonnait l'avenir. Lorsque la motion de la nommer directrice des relations publiques et de la confiance communautaire fut adoptée, les applaudissements furent plus que symboliques, ils furent une déclaration. Après la réunion, Christian la rattrapa dans le couloir. « Tu as été brillante », dit-il en tenant une enveloppe scellée. Elle haussa un sourcil. « Une autre offre ?» Il secoua la tête. « Juste une lettre de recommandation. Pour nos fils. Léo veut postuler à cette Académie des Arts. Ils vont poser des questions sur la famille. » L'expression d'Helena s'adoucit. « Tu ne l'as pas écrite en tant que PDG, n'est-ce pas ?» Christian gloussa. « Non. Je l'ai signée en tant que Christian, père de 2 enfants. Fier, humble et toujours en apprentissage. » Elle sourit et glissa l'enveloppe dans son sac. « Ils ont fait beaucoup de chemin », il hocha la tête. Du silence au partenariat. Helena n'offrit aucune grande déclaration. Elle dit simplement, « Continuons simplement à choisir ce qui est juste, un jour à la fois. » Et à ce moment-là, sous les lumières bourdonnantes de la ville, leur histoire changea de nouveau, non pas vers la perfection, mais vers la possibilité. Une douce brise bruissait dans les arbres du jardin privé du domaine Grasswood. Des couvertures étaient étalées sur l'herbe tondue, un panier de fruits et de sandwichs nichés entre des assiettes en carton et des bouteilles de jus. Léo et Mika se poursuivaient vers la balançoire en bois, leur rire se répandant dans l'air de fin d'après-midi. Helena ajusta un chapeau de soleil sur ses tresses tout en disposant des pièces de puzzle, et Christian suivait avec 2 boîtes de jus à la main. « Tu as oublié les sandwichs » taquina Helena. « J'apporte du jus, on se moque de moi. J'apporte des céréales, je suis un héros. Quelle est la norme ici ?» Il rit, la tension du passé ne planant plus comme une tempête, mais persistant seulement comme un souvenir. Alors que les garçons se balançaient plus haut dans le ciel bleu, Helena prit son téléphone. « Prenons une photo. » Christian cligna des yeux. « Maintenant ?» Elle hocha la tête. « Avant qu'il ne grandisse encore. Avant qu'aujourd'hui ne devienne hier. » Ils se rassemblèrent sur le banc. Mika se blottit sur les genoux de Christian. Léo grimpa entre eux, et Helena tendit le téléphone devant elle. Clic. La photo les a capturés non pas comme une famille parfaite, mais comme une vraie, liée par les cicatrices, la vérité et la décision de continuer à être présent. Christian jeta un coup d'œil à l'image. « Nous ne sommes pas parfaits sur la photo », murmura-t-il. Helena se tourna vers lui. « Non, nous sommes honnêtes sur la photo, et c'est suffisant. » Les garçons les entraînèrent à nouveau vers le puzzle, et ils suivirent côte à côte sans hésitation. Pour la première fois en 5 ans, Helena ne se sentit pas hantée par le passé. Elle se sentit enracinée dans le présent. La balançoire grinçait, le soleil brillait. La famille n'était pas seulement reconstruite, elle était devenue quelque chose de nouveau, et cette fois, c'était réel. Voici le verset de la Bible, Ésaïe 61, verset 7, « Au lieu de votre honte, vous aurez une double part, et au lieu de l'ignominie, ils pousseront des cris de joie au sujet de leur portion, c'est pourquoi ils posséderont le double dans leur pays, et ils auront une joie éternelle. » Explication, ce verset capture le parcours d'Helena, de l'humiliation, de l'effacement et du silence, à la reconquête finale de sa dignité, de son identité et de son héritage. Ce qui lui a été volé par la trahison et la tromperie lui a été rendu, non seulement en réputation, mais en but, en famille et en amour. La morale de l'histoire, la vérité possède une force tranquille qui survit à la tromperie. Peu importe combien de temps les ténèbres cachent l'injustice, la vérité, lorsqu'elle est portée avec courage, s'élèvera toujours.
Le parcours d'Elena nous rappelle que le silence n'est pas la faiblesse, et que la guérison ne naît pas de la vengeance, mais du fait de rester ferme dans la vérité et de choisir la croissance plutôt que l'amertume. Le passé peut nous blesser, mais il ne nous définit pas. Lorsque nous nous battons pour ce qui est juste, même à travers la douleur, nous ne nous contentons pas de récupérer nos histoires, nous réécrivons des héritages pour les générations à venir. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un like, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications de publication, afin d'être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.